Merci Florent, merci à tous d'être là. Merci, Clémence pour cette invitation renouvelée et pour ta confiance renouvelée. Je me sens très privilégiée d'être, parmi vous. C'est le seul congrès que je connaisse où en fait on fait le grand écart entre l'IA et des choses beaucoup plus basiques dont je vais vous parler. Les traitements laser dans le glaucome, quand et comment? Hem, alors en guise d'introduction, le glaucome, Florent vient de vous en parler, c'est une pathologie où on est content d'avoir différentes alternatives et un panorama de propositions thérapeutiques qui s'enrichit de jour en jour. Ce glaucome peut être primitif sans étiologie retrouvée ou secondaire. Et on a en particulier le glaucome par fermeture de langue qui pose des problèmes et diagnostiques et thérapeutiques qu'on va regarder ensemble. Alors tout d'abord, Florent a commencé à vous en parler, les trabéculoplasties. Vous le savez, c'est un traitement laser de l'angle irido-cornéen. Aujourd'hui, on utilise quasi exclusivement, enfin à ma connaissance, exclusivement le laser SLT, dont l'ancêtre a été l'argon, le laser argon pour les trabéculoplasties. Euh, il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir un angle irido-cornéen ouvert. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas proposer ou envisager comme traitement un SLT si on n'a pas fait une analyse gonioscopique. L'objectif de ce traitement laser, c'est d'augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse. Donc l'ancêtre, je vais passer très rapidement, mais il avait l'avantage, cette trabéculoplastie au laser argon, d'être hyper efficace, moyennant en fait des petites sessions sur le glaucome pigmentaire. Heu, Quand est-ce qu'on propose un SLT? Quand on a un traitement en première intention éventuellement, donc ça peut se discuter et c'est une notion qui est, plus répandue maintenant auprès des ophtalmologistes, mais aussi auprès des patients. Il y a certains patients qui vont arriver avec cette demande particulière de dire: les collyres, si on peut décaler la mise en route d'un collyre, j'aime autant» et c'est parfaitement entendable. Très souvent, c'est en accompagnement quand on observe un mauvais résultat ou un résultat imparfait sur la pression intraoculaire et ou si jamais vous voyez que votre escalade thérapeutique en matière de traitement devient mal tolérée et donc on peut suspecter après une moins bonne observance, etc., proposer ça en accompagnement également. Le principe en fait du SLT, c'est de déclencher une cascade d'événements au niveau cellulaire et biochimique qui va faire en sorte que la matrice extracellulaire va être plus perméable, plus poreuse et permettre une évacuation accrue de l'humeur aqueuse. En pratique, comment on fait? Donc, je vous ai parlé de l'analyse gonioscopique indispensable au préalable. On donne, si on veut, un alpha-2 agoniste pour éviter des pics d'hypertonie intraoculaire post-laser. Évidemment, une anesthésie topique. On va utiliser une lentille spécifique et chacun choisira la sienne. Moi, j'aime beaucoup, je n'ai aucun intérêt dans ces dispositifs. J'aime beaucoup le verre de Latina qui permet de grossir suffisamment, d'avoir un bon appui, une exposition tout à fait confortable du trabéculum. Et ensuite, c'est pas forcément compliqué à réaliser parce qu'on a un faisceau laser qui est de grande taille et il faut le positionner juste sur le trabéculum pigmenté. On fait des impacts qui sont contigus en fait et globalement, on fait 50 impacts sur 180 degrés, donc ce qui fait, quand on traite la totalité de la circonférence, une centaine d'impacts. On va aller jusqu'à la formation d'une bulle de cavitation et ensuite on va descendre le niveau d'énergie un tout petit peu, de manière à ne pas... C'est la difficulté et les grosses complications qu'on peut observer, enfin les grosses complications, les problèmes qu'on peut observer en post-SLT, c'est souvent lié à un surdosage en matière d'énergie. Et ensuite, on propose un traitement anti-inflammatoire post-laser pendant une dizaine de jours. Il faut faire très très attention quand on a un glaucome pigmentaire justement à baisser les niveaux d'énergie et à traiter cadran par cadran, même des fois simplement quelques impacts, vérifier qu'il n'y a pas d'hypertonie réactionnelle et retraiter en fait en multipliant des petites séances plutôt que d'en faire une seule. Comment en pratique? Alors, il y a différents protocoles qui sont proposés, chacun le sien. On peut faire le plus souvent ces 2 séances espacées de 4 à 6 semaines et où on traite 180 degrés par séance. Moi, je suis une grande fainéante devant l'éternel et je manque de temps. Je fais une seule séance où je traite en diminuant les taux d'énergie au minimum et je traite 270 degrés en gardant une épargne supérieure. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est historique aussi et c'est vrai que
j'ai appris à faire des SLT en me disant: «J'essaye de préserver le trabéculum. Si un jour j'ai à réaliser une sclérectomie profonde, au moins j'aurai pas tout». Mais en réalité, c'est démenti par toutes les études parce que le SLT n'entraîne pas de dégâts tissulaires, donc il y a pas de raison de se priver de le faire par ailleurs. En deuxième intention, on peut être amené à refaire une autre séance si on considère que la baisse pressionnelle n'a pas été suffisante. Je passe? Oui. Donc, en termes d'indication, on va réaliser un SLT éventuellement en première intention, en cas de mauvaise observance. Le SLT va permettre d'accompagner un traitement médical qui va être jugé insuffisant. Si le traitement médical est mal toléré, ça peut être en alternative. Ça peut être également en accompagnement d'une chirurgie, c'est-à-dire que de temps en temps, alors là, je vais vous raconter une petite histoire clinique, mais c'est pas antinomique de se dire on a un patient qui a été opéré d'un glaucome et chez qui on observe une remontée pressionnelle. Ben, ça peut être un petit geste supplémentaire à distance de l'intervention ou même des fois pas très loin après. Et on peut éventuellement le faire également enfin, on a un patient glaucomateux, on prévoit de faire une phacoémulsification. Ben, de temps en temps, on redoute des pics pressionnels après ce type d'intervention. Ben, le faire en préventif, ça peut être une idée également. Bah, ça, je vais pas insister puisque Florent vous a expliqué que, bah, ça fait partie, de notre arsenal thérapeutique. Qu'est-ce qu'on en attend? Une baisse pressionnelle de l'ordre de 25 à 30. Classiquement, on dit ça nous permet d'alléger le traitement d'une molécule, quand ça marche bien. On dit que c'est pas un traitement pérenne dans le temps. Moi, je continue à mettre ça sur mes diapositives, bah, pour vous encourager à continuer à surveiller les patients et à sensibiliser les patients sur le fait que ce traitement n'est pas un traitement qui va durer toute la vie. Et il y a cette notion de patient non répondeur. Et moi, je dis volontiers aux patients, vous avez 2 chances sur 3 pour que ça marche. En réalité, dans les études, c'est plutôt 3 sur 4 pour que ça marche. Et évidemment, ben, les précautions oratoires dont je viens de vous parler. On passe du coq à l'âne. Et je parlais du glaucome à angle ouvert, on passe au glaucome par fermeture de l'angle. Et notamment, vous savez, c'est un glaucome qui est pourvoyeur enfin, qui est très délétère et ce qui nous stresse en matière de glaucome, c'est que les patients peuvent perdre leur vision. Vous savez, c'est une cause de cécité au niveau mondial. Et parmi les glaucomes les plus pourvoyeuses de cécité, ben, il y a le glaucome par fermeture de l'angle. Et là, on a vraiment un rôle à jouer en termes de prévention. Et plus vite on va mettre en... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un obstacle anatomique à l'évacuation de l'humeur aqueuse et qu'il y a des actes préventifs à mettre en place. Et le plus tôt on met en place ces traitements laser, le mieux ça se passe pour les patients à terme. L'objectif de l'iridotomie périphérique, là en l'occurrence, c'est ce dont on va parler, c'est supprimer le risque de fermeture aiguë en levant le bloc pupillaire, préserver le trabéculum restant, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'iris a titillé le trabéculum, ben, ce trabéculum peut devenir dysfonctionnel et avoir une hypertonie intraoculaire qui s'autonomise au décours. On va restaurer les rapports anatomiques autant que faire possible, autant que faire se peut, et traiter le contact iridotrabéculaire. Ensuite, bah, si jamais la pression intraoculaire demeure élevée, bah, c'est traiter cette hypertonie intraoculaire par le biais de collyre, chirurgie, etc. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a un continuum qui a été décrit par Foster il y a quelques années. On a tout d'abord un angle suspect de fermeture. Typiquement, ben, on a un signe de Van Eyck positif qui va nous amener à essayer d'aller rechercher des stigmates de fermeture de l'angle avec des stigmates cliniques et notamment des synéchies au niveau de l'angle, éventuellement des glaucomes flecken, éventuellement une hypertonie intraoculaire. Et ensuite, si on ne fait rien, ben, va se développer la neuropathie optique glaucomateuse sur cette fermeture angulaire primitive. Enfin, le primum movant étant la fermeture angulaire. Comment est-ce qu'on... Alors, back to basic, hein, je vous l'avais dit. Comment est-ce qu'on fait une iridotomie périphérique et qu'est-ce que c'est? C'est un traitement laser qui vise à perforer la racine de l'iris pour établir le gradient de pression de part et d'autre de cet iris et permettre en fait de lever le bloc pupillaire qui est parmi les mécanismes de fermeture, celui qui est le plus fréquent et le plus prépondérant. Et l'IP ne permet que de lever ce bloc pupillaire.
L'analyse gonioscopique, c'est notre outil qui va permettre de poser l'indication. À l'heure actuelle, en France, souvent, on a le réflexe, avant même de faire une gonioscopie, d'envoyer les patients faire une exploration, une imagerie de segment antérieur, qui sont des outils absolument précieux, mais qui ne remplacent en rien la gonioscopie. L'UBM et l'OCT, notamment, et en particulier l'UBM, va nous permettre d'affiner les mécanismes de fermeture de l'angle et éventuellement de pouvoir dire aux patients, voilà, vous avez besoin d'un premier traitement laser, mais peut-être que ce premier traitement laser ne va pas résoudre complètement votre problématique et qu'il y aura peut-être un deuxième traitement laser ou autre chose à faire ensuite. Mais encore une fois, l'indication repose sur la gonioscopie. Les indications d'IP, un bref rappel, une seule demeure indiscutable, incontournable, et c'est une faute de ne pas le faire, c'est quand on a un patient qui a fait une crise aiguë de fermeture de l'angle. Évidemment, on a traité l'œil concerné, mais il faut aussi prendre en charge l'œil adelphe, et dans ce contexte-là, il faut absolument faire une IP et rapidement. Si on a des signes évocateurs de crise de fermeture subaiguë de l'angle iridocornéen, typiquement un patient qui se plaint d'avoir des maux de tête localisés, etc., il faut faire une gonioscopie et là, on va être amené aussi à faire une IP éventuellement. Si on a une fermeture angulaire attestée en gonioscopie avec plus de 180 degrés où on ne voit pas le trabéculum pigmenté, là aussi, ça peut être une proposition ou alors insister sur l'importance de la surveillance. Et une indication un petit peu à part, c'est qu'en cas de dispersion pigmentaire avec un bloc pupillaire inverse et vous savez, l'iris qui frotte contre la cristalloïde antérieure pour justement limiter ce frottement, ça permet d'équilibrer le gradient de pression, là encore. Comment on fait? On met de la pilocarpine pour préparer. Immédiatement avant, on donne une goutte de iopidine pour éviter, là encore, des problèmes en post-laser, l'anesthésie topique. On va utiliser un verre spécifique. Et là, pour le coup, chacun sa recette. Soit on utilise le YAG seul, soit on utilise une combinaison argon et YAG, l'argon ayant pour objectif de préparer l'iris. Il faut que l'IP ait une taille suffisante, d'environ 300 microns, et en post-laser, on va donner un traitement anti-inflammatoire, pour le coup, là, associé à un traitement hypotonisant oculaire. Les complications sont rares. J'insiste sur un truc qui n'est pas forcément anecdotique, c'est les réactivations d'herpès après tout traitement laser. Il faut, quand un patient a un antécédent d'herpès oculaire, ne pas hésiter à donner un traitement préventif. Et la surveillance va être classique parce que, rappelez-vous, c'est pas parce qu'on a fait son IP que la problématique angulaire est complètement résolue. L'iridoplastie, c'est typiquement quand on a un iris plateau pour essayer d'éloigner l'iris du trabéculum. Et c'est controversé, c'est un traitement qui est controversé, c'est un traitement qui se fait au laser argon et qui peut donner, vous voyez, quand c'est un peu trop dosé, des images qui ne sont pas forcément sympathiques. C'est aussi ce qui va nous aider quand on a à gérer des suites un petit peu chaotiques dans le cas de sclérectomie profonde et où on a l'iris qui vient éventuellement chatouiller le site, la membrane trabéculaire résiduelle. En pratique, là encore, on prépare avec de la pilocarpine et on va faire des impacts qui ne sont pas brûlants, mais qui ont juste pour objectif, en fait, de rétracter la racine de l'iris de manière à amincir, en fait, et à l'éloigner du trabéculum. Voilà les résultats qu'on peut observer en pratique. Et pour finir, un dernier type de laser, c'est les lasers diodes, les cyclo-affaiblissements qu'on peut utiliser. Là, pour le coup, c'est généralement fait au bloc opératoire. Enfin, c'est fait au bloc opératoire sous anesthésie loco-régionale parce que c'est douloureux. Et c'est globalement quand on a souvent épuisé les ressources thérapeutiques autres, et y compris la chirurgie. Il y a une petite nouveauté qui n'est pas si nouvelle que ça, c'est le diode micropulsé qui serait moins invasif et qu'on pourrait proposer alors que le patient a encore une acuité visuelle chiffrable. Et j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci Esther pour cette très belle communication. Est-ce qu'on a peut-être un petit peu de temps s'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi, j'en ai pour toi. Alors Esther, on a beaucoup de rétinologues dans la salle. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt du SLT en cas d'hypertonie cortisonnée, notamment après un plan intraoculaire de dexaméthasone ou de corticoïdes?
Je vais dire une bêtise en disant que c'est éventuellement une option envisager. Bah, vous savez que l'hypertonie corticoïde, enfin induite par les corticoïdes, agit directement sur le trabéculum. Et à mon sens, c'est une très bonne indication de proposer une trabéculoplastie dans ce contexte-là. Oui, oui, moi j'ai le même avis. L'effet est rapide, l'effet est très important. On peut le répéter. Il y a même des études qui montrent qu'on peut le faire préventivement s'il y a une hypertonie lors d'une première injection. On peut, si vous devez faire une deuxième injection 4 ou 6 mois après, le faire de façon contemporaine. Et comme on a le pic d'effet du SLT 1 ou 2 mois après le SLT, on a le pic d'effet hypotonisant en même temps qu'on a le maximum d'effet des corticoïdes. Donc oui, je pense que c'est une très bonne option. Quel discours vous donnez à vos patients que vous traitez par laser SLT sur l'efficacité du traitement? Esther, tu veux Alors moi je suis assez transparente et j'aime bien que les patients comprennent. Alors je leur explique le mécanisme d'action et je leur dis écoutez, c'est pas un traitement miracle, ça va dans le meilleur des cas nous permettre d'alléger votre traitement ou éventuellement typiquement en première intention les patients qui arrivent et je leur donne le choix, je leur dis voilà, on peut commencer par un traitement laser mais il faudra faire attention de revenir parce qu'il y a quelque chose qui évolue derrière et si vous ne revenez pas en consultation, ben, on risque de passer à côté de certaines choses. Et je leur dis, ben, il y a des patients qui sont répondeurs et la grande majeure partie des patients sont répondeurs, mais il y a des patients qui ne sont pas répondeurs. Et voilà ce que je dis en pratique. Oui, moi je fais un peu pareil. Je dis aux patients, dans 3 quarts des cas, c'est aussi efficace que le collyre et ça vous permettra d'éviter pendant quelques années les collyres. Et dans 1 quart des cas, ça l'est pas ou peu. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de conséquences et on mettra en route un traitement par collyre. Bon, ce qui revient voilà, un petit peu à la même chose. Olivia, tu avais une question. J'ai deux questions. La première, c'est la SLT et Miopfor. J'ai la chance de travailler avec Élise, qui est Philippe Akis, qui travaille beaucoup sur la myopie forte et qui me dit il faut absolument que la tension soit inférieure à 15, inférieure à 15, inférieure à 15 chez le myope fort. Sinon, ils vont finir aveugles à cause du glaucome et pas à cause de la myopie. SLT, quand ils sont jeunes, est-ce que vous faites ça ou pas? Je te laisse répondre. Alors, myopie forte, c'est une bonne question. Alors, la question, en fait, c'est que souvent, ils ont des angles peu pigmentés et on a du mal à identifier le trabéculum. D'accord. Et voilà. Alors, il n'y a pas de démonstration formelle que quand on traite un angle peu pigmenté ou avec un trabéculum difficile à voir, la réponse soit moins bonne. Donc, je pense qu'on peut commencer, on peut le tenter. Alors, par contre, quand la PIO de départ est peu élevée, il y a moins de réponses, il y a moins de baisse de PIO. Donc, un myope fort, même avec un angle peu pigmenté qui a une PIO élevée, je pense sans aucun doute on peut le faire. Si par contre on passe S'il est à 18, par exemple. à 18, je pense on peut. S'il est à 14, 15, voilà, qu'il y a une neuropathie glaucomateuse, là c'est plus discutable. À 18, je pense sans aucun doute. La problématique que tu soulèves aussi, c'est que chez le myope fort, assez souvent, il y a des défis diagnostiques, que ce soit pour l'analyse en OCT et en champ visuel. C'est exactement ça qui est en c'est jeu. vrai du coup, on base assez régulièrement notre raisonnement sur la tension intraoculaire et on est beaucoup plus exigeant en matière de myopie forte que chez le patient standard. Et c'est vrai que cette notion de tension abaissée, alors moi j'avais plutôt un chiffre aux alentours de 17, il faut que ce soit en dessous de 17, mais le raisonnement derrière, c'est de se dire il faut absolument que la tension soit basse. Ok. Et ma deuxième question, c'était la localisation de l'IP. Est-ce que ça doit toujours être en haut ou est-ce que, parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire en bas. Et donc voilà, voilà la question. Le raisonnement derrière ça, le raisonnement derrière ça, c'est que ce qu'on redoute avec les patients chez qui on fait une IP, c'est les patients qui reviennent en disant mais alors là, depuis que j'ai ce traitement laser, je ne vis plus, j'ai des phénomènes et d'éblouissement. Et du coup, ces phénomènes d'éblouissement sont en rapport avec la diffraction des rayons lumineux qui se font au niveau du ménisque lacrymal. Le raisonnement derrière, et ce qui a été beaucoup mis en avant, c'est de se dire il faut le faire il faut faire l'IP dans l'aire d'ouverture palpébrale. Moi, je trouve ça très laid, donc je continue à essayer de les faire sous la paupière supérieure. Oui, exactement pareil. Oui, moi je fais pas comme les Américains et je pense quand même, moi j'ai vu des patients qui avaient des diplopies, triplopies, qui avaient eu dans l'aire de la fente palpébrale, pas en regard du ménisque de l'arme, et je vois jamais ça en les faisant très moi. Donc moi je les fais le plus supérieur possible, toujours. Écoute, tu me fais plaisir. Merci vraiment pour cette table ronde
de glaucome, d'experts en glaucome. Vraiment, c'était vraiment extrêmement intéressant. C'est dans notre pratique quotidienne. Donc, je vous remercie vraiment pour votre participation. On va terminer cette session pour la matinée. On va accueillir le docteur Marc Pontoise-Châtel, qui est installé sur Montpellier et qui va nous parler, qui fait partie du comité du SNOF, syndicat des ophtalmologistes, et qui va nous parler, donc en fait, un petit peu quelques mots sur l'actualité du SNOF. Et enfin, surtout, restez à la suite. On a une conférence passionnante qui nous attend avec Madame Eva Illouz juste après. Voilà. Merci, Marc. Merci Clémence.